Le grand rendez-vous de l'actualité qui a dominé la semaine qui vient de s'achever, c'est la rétrospective. Merci de nous recevoir chez vous. Dans la première partie de la semaine, les consultations du président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou, avec les différents membres qui devront diriger la nouvelle CENI, se sont poursuivis. Chaque groupe a le droit de choisir librement ses délégués dans un délai de 45 jours. Et puis l'accord cadre de paix d'Addis Abeba s'est invité au débat à l'Assemblée nationale. Raymond Tchibanda était face aux députés nationaux. Le chef de la diplomatie congolaise a éclairé la représentation nationale autour des clauses et des contours de cet accord et sur les mécanismes de son application. On suit tout ceci en images. Les composantes que sont les groupes parlementaires de la majorité de l'opposition, la société civile, vont s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, autour de la désignation des différents membres devant composer l'actuel organe électoral d'appui à la démocratie. Dans moins de 45 jours, le bureau de l'Assemblée nationale doit présenter à l'auguste assemblée plénière les différentes composantes. Ce bureau sera doté de 2 organes, à savoir le bureau et l'Assemblée plénière, qui aura 13 membres, dont 6 pour la majorité parlementaire, 4 pour l'opposition plurielle et 3 pour la société civile. Pour éviter tout malentendu, les élus du peuple ont suggéré au bureau le respect strict de la loi, le respect du temps et du délai, la non-ingérence dans la désignation des délégués par composante, la liberté de choix, la reddition de comptes de l'actuel bureau en vue de faciliter la tâche à la nouvelle équipe, l'impartialité du bureau quant à son rôle d'arbitrage et le respect de la représentativité par province en respectant bien entendu la parité. Vous vous en rappellerez, le processus électoral du 28 novembre 2011 était entaché de beaucoup d'irrégularités. Voilà pourquoi les députés nationaux avaient adopté et voté la nouvelle loi restructurant la CENI avant sa promulgation par le chef de l'État le 27 avril dernier. Les composantes que sont les groupes parlementaires de la majorité, de l'opposition, de la société civile vont s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, à ce sujet. Ce processus pourra durer 45 jours à compter du 27 avril. Les composantes disposent de 7 jours pour déposer les noms des 3 prétendants au poste du bureau de la nouvelle CENI. Ce mardi, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, assisté par tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, a reçu en audience les représentants des confessions religieuses qui ont apprécié l'initiative du bureau de l'Assemblée nationale. L'information a été donnée et nous partons en ayant 7 jours. Voilà. Nous allons maintenant donner notre proposition après une concertation. De leur part, les membres de l'opposition parlementaire promettent de pouvoir déposer dans les délais les noms de leurs représentants au bureau de la CENI. Dans les 7 jours. L'opposition parlementaire devra s'organiser pour présenter des candidats dans le respect du délai convenu avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il a été décidé que chaque composante, majorité, opposition, société civile, présentera 3 noms à chaque poste qui lui est établi et qu'effectivement nous pensons que ça sera géré du début à la fin par consensus avec le bureau qui ne doit pas considérer comme un choix multiple mais en concertation avec ceux qui ont désigné ces délégués. Les délégués de la majorité présidentielle se disent sereins sur les choix qu'ils devront porter en rapport avec les animateurs de la nouvelle CENI. Chez nous, il n'y a pas de note de discordance. Nous avons une seule autorité morale que vous connaissez et nous nous réunissons depuis longtemps. Chez nous, il n'y a aucun problème. À la limite, dans 48 heures, nous pourrons être en mesure de présenter le nom. Merci. Plusieurs questions des députés nationaux posées au ministre des Affaires étrangères sur le bénéfice de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba et les raisons des pourparlers de Kampala jusque-là sans issue. Mais pour Raymond Tchibanda, les discussions des Kampala ont permis au gouvernement congolais d'évaluer les revendications du M23 qui, a-t-il soutenu, avaient été balayées pour la plupart. Les élus du peuple sont loin d'avoir la même lecture de l'utilité de ces pourparlers qui ont du mal à trouver un accord. La pseudo-rébellion du M23 étant démasquée, ses mentors et ses dirigeants incapables de justifier exactement les pillages des ressources et des capitaux
les viols et tueries sommaires des Congolais et l'occupation d'une partie des territoires par l'armée rwandaise. Malgré le retour des délégués de deux parties à Kampala, le vrai dialogue tarde encore à reprendre entre Kinshasa et les soi-disant M23. Si les députés de la majorité ont salué l'approche diplomatique du gouvernement à travers les pourparlers des Kampala, avec comme résultat enlever aux rebelles tout prétexte de recours aux armes, ceux de l'opposition par contre ont déclaré que ces pourparlers sont non seulement une perte de temps, mais aussi le poids accordé au mouvement terroriste. Le ministre Raymond Tshibanda revient à l'Assemblée nationale ce mercredi pour répondre aux nombreuses questions des députés nationaux. Je pense que cette réunion a lieu à un moment où se présente une nouvelle opportunité. C'est la déclaration de Mary Robinson devant le Conseil de sécurité de l'ONU lors de la présentation du rapport de sa première mission effectuée du 28 avril au 5 mai dans la région des Grands Lacs et en Afrique du Sud. Pour Robinson, il faut se faire une approche différente de la résolution de la crise dans l'Est de la RDC. Dans son rapport, elle a aussi salué la bonne volonté pour aider la région des Grands Lacs, manifestée par la communauté des donateurs et les institutions financières internationales, dont la Banque mondiale. Lors de sa visite en République démocratique du Congo du 28 au 30 avril dernier, Mary Robinson a exprimé aux autorités et aux personnalités congolaises rencontrées à Kinshasa et à Goma que la brigade d'intervention au sein de la mission de stabilisation des Nations Unies en RDC était un outil important, insistant aussi sur la voie politique à poursuivre. L'écrasante majorité des Congolais que j'ai rencontrés ont accueilli avec enthousiasme le déploiement de la brigade, un sentiment bien compréhensible. Cette unité doit être considérée comme élément d'un processus politique beaucoup plus vaste visant à trouver une solution globale à la crise dans l'Est de la RDC. Il est également essentiel que cette brigade respecte pleinement les droits de l'homme et le droit international humanitaire dans le cadre de ses opérations. Pendant une semaine de sa tournée dans la région des Grands Lacs, où elle a eu à s'entretenir tour à tour avec les présidents Joseph Kabila, Paul Kagame, Pierre Nkurunziza et Yoweri Museveni, l'émissaire de Ban Ki-moon affirme avoir reçu d'eux l'assurance de leur volonté de s'acquitter de leur engagement au titre de l'accord cadre de paix signé le 24 février 2013 à Addis Abeba. Un engagement que le régime de Kigali n'a toujours pas respecté, selon plusieurs observateurs, l'accusant de soutenir incessamment les rebelles du M23. C'est ici, dans les installations qui abritaient une ancienne compagnie de transport public, GESAC, morte depuis pour cause de mégestion, qu'a pris ses quartiers Transco, la nouvelle société de transport en commun, créée récemment par le gouvernement congolais. Les lieux et les bus déjà entreposés ont été visités par Matata Ponyo, le Premier ministre, accompagné à l'occasion des ministres du Budget, des Transports et Affaires sociales, ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa. Tous les lots, c'est en plastique. Ah oui, c'est ça. Oui. Là, ça permet... C'est le début d'une solution durable du transport, en tout cas dans l'espace de la ville de Kinshasa, mais aussi dans l'espace national. Nous sommes en train de travailler ensemble avec une entreprise de transport très spécialisée, la RATP, qui est une grande entreprise de transport française, qui nous a envoyé donc ses experts, qui sont en train de travailler avec les experts congolais pour que cette mise en circulation soit la plus professionnelle possible. Mis à part ces véhicules qui entrent en circulation à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale le 30 juin prochain, d'autres moyens, annonce le chef de l'exécutif congolais, sont entrevus pour faciliter le déplacement à travers Kinshasa. Nous allons mettre aussi le train entre donc la ville au centre ainsi que les communes périphériques. Et donc ça aussi, ça devait permettre de résoudre significativement le problème des déplacements de nos concitoyens. Et une question à laquelle Matata Ponyo ne pouvait pas échapper, celle du sort réservé à ces bus de la mort, les tristement célèbres Mercedes 207. Réponse du Premier ministre. Le gouvernement a mis en marche un processus d'achat des minibus, des YAS et autres modèles, et qui seront en tout cas mis en circulation progressivement et qui seront en fait la propriété des Congolais.
Investi au mois de mai de l'année dernière, le gouvernement Matata vient de passer une année aux affaires. Au plan social sur lequel l'attendent bien évidemment les populations congolaises, le Premier ministre, qui est intervenu sur les antennes de la radio onusienne Okapi en tout début de semaine, a soutenu que les retombées sont remarquables. Il a fait entre autres allusion aux efforts réalisés par son gouvernement dans la récente acquisition sur fonds propres des bus pour le transport en commun, 300 au total, dont la moitié sont déjà sur place dans la capitale. En ce qui concerne l'agriculture, le programme de village agricole est mis en avant-plan. Ici, le gouvernement a disposé 30 millions de dollars américains pour la campagne agricole en 2013, à la suite des 26 millions de dollars débloqués en 2012, soit un total de 56 millions de dollars pour les 2 saisons agricoles. Le dit programme est censé permettre aux Congolais d'améliorer leur alimentation, au dire du chef de l'exécutif. Matata Ponyo a également épinglé les grandes actions dans le cadre de la réhabilitation des écoles. Plus ou moins 1000 écoles doivent être réhabilitées d'ici 2014. Et il s'est aussi félicité de la bancarisation, saluée du reste par les fonctionnaires, en ce qu'elle a permis la maîtrise des effectifs et court-circuité tous les comptables véreux. Mais malgré ce tableau assise encourageant, bien de défis et de taille restent à relever, notamment dans la lutte contre la corruption, l'accès à l'électricité et à l'eau, ainsi les bons scores, des stabilités du cadre macroéconomique, de la croissance économique et de la maîtrise de l'inflation, tant vanté aura trouvé du sens dans le chef de population congolaise. Car au-delà de tout, comme le conclut le quotidien Forum de Zas dans sa parution de ce jeudi 9 mai, dans cette affaire de bilan social du gouvernement Matata, le citoyen a sa propre jauge et lui-même sa propre jauge. Et la seconde partie de la semaine a été marquée par le bilan du gouvernement Matata qui a publié un document intitulé « La République démocratique du Congo à bras-le-corps » qui présente ses grandes réalisations. Ce document a été présenté ce jeudi par les porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. On revient encore sur l'an 1 de l'investiture du gouvernement Matata avec les bilans que doit établir chaque ministre dans son secteur respectif avec des résultats que les instituts des sondages et journaux ont publiés sur base de la feuille de route du gouvernement. Suivez. C'est sous l'œil vigilant et attentif de l'assistance visiblement émue que ces 2 contrats que l'on peut qualifier de renaissance ont été signés. Avec la firme israélienne spécialisée en développement agricole et en construction, il est question pour le gouvernement congolais de concrétiser ce qui, jusqu'à ce jour, n'était considéré que comme une vue de l'esprit. Nous avons pensé qu'il était utile de relancer la seule machine agroalimentaire que disposaient les pays depuis 1974. Elle a été totalement pillée vers les années 93, 98 et depuis lors elle est restée morte. C'est pour la première fois que le domaine agro, en tout cas alimentaire de l'Ancélé, va être réhabilité avec près de 55 millions de dollars sur base des ressources propres. Longtemps laissé à l'abandon, la réhabilitation du domaine agro-industriel de l'Ancélé, qui s'étend sur une superficie de 3000 hectares, va permettre la création d'un peu plus d'1 millier d'emplois. Il y a des experts, en tout cas américains, qui arrivent vers la fin de ces mois pour la création du premier village agricole. Qui se trouve à moins de 120 km d'ici, où nous allons créer tout un village avec des écoles, des centres de santé et tout un arsenal moderne pour la production agricole. Et puis le cortège n'attend pas, le complexe est vaste et il faut visiter les installations en pleine construction. Un des anciens employés de cette ferme tient à donner son point de vue. La modernisation et la réhabilitation de cette ferme s'y dérouleront de manière progressive. Le but ultime est d'assurer la sécurité alimentaire, la durabilité, mais également le transfert des connaissances. À l'époque du Premier ministre Palu Mozito, 8 millions de dollars avaient été octroyés par la Banque africaine de développement en faveur de cette ferme, mais rien, pas même un neuf, n'y a été trouvé. Comme pour dire qu'avec cet investissement de plus de 50 millions de dollars sur fonds propres du gouvernement, il faut ouvrir l'œil et le bon. J'ai ici avec moi un exemplaire de ce rapport intitulé « Gouvernement Matata en 1 ». La République démocratique du Congo à bras-le-corps. C'est un acte de transparence qui renseigne avec le plus de détails possible
sur ce qui a pu être réalisé au sommet de l'État au cours des 12 mois qui viennent de s'écouler.